Jour après jour, ces prévisions, observations et mises en garde sont des informations capitales pour le quotidien. Mais un autre groupe de techniciens moins connus travaille ici, dans un département spécial consacré à l'environnement spatial. Notre mission consiste essentiellement à surveiller le Soleil et à émettre des alertes, des observations et des avis sur son activité. Bonjour et bienvenue à notre briefing de 8h10. Nous avons une éruption de classe C provenant du limbe Est. Il y a donc un risque de CME. Nous n'avons pas noté la présence de protons, mais il y a des électrons. Notons que c'est dans cette région que naît toute l'activité de décembre. Il va se passer des choses dans les semaines qui viennent. Ces météorologues de l'espace sont sur le qui-vive quand s'annoncent des tempêtes solaires susceptibles de perturber la vie sur Terre. Comme elles se composent de particules ionisées, notre champ magnétique commence par les faire dévier de notre planète, un peu comme des vagues se brisent de part et d'autre de la proue d'un bateau. C'est très important, parce que si elles entraient directement en collision avec l'exosphère, elles en arracheraient des morceaux qu'elles projetteraient dans l'espace. Si la planète Mars n'a pas d'atmosphère, c'est notamment parce qu'elle n'a pas de champ magnétique fort. Au fil de millions, peut-être même de milliards d'années, sous l'influence de vents solaires et de CME qui passaient par là, son atmosphère était progressivement projetée dans l'espace. Mais notre champ magnétique n'a rien à voir avec le champ de force des films de science-fiction. Certaines particules peuvent le pénétrer et ioniser l'exosphère. Des tempêtes solaires peuvent même faire fléchir jusqu'à les rompre les lignes de champ magnétique de l'autre côté de la Terre, permettant ainsi à des particules ionisées de repartir le long des lignes de champ vers les pôles nord et sud. Des tempêtes particulièrement violentes peuvent même déformer le champ magnétique et créer des courants électriques d'un continent à l'autre. Lorsque cela se produit, les réseaux électriques longue distance peuvent se retrouver en surcharge. Cela peut endommager des transformateurs à chaque bout de la ligne. En 1989, une bonne partie du Québec a été plongée dans le noir parce qu'un phénomène solaire avait fait éclater un transformateur. Quand ce genre de tempête touche notre système de communication, nos usines électriques et toutes les installations dont nous dépendons, c'est le chaos. Si les compagnies d'électricité ont le temps de réagir, elles peuvent diminuer le courant qui circule dans les câbles et éviter la catastrophe. Les responsables de satellites peuvent eux aussi se préparer à l'attaque, à condition d'être prévenus à temps. Quand une grosse tempête spatiale s'annonce, ils mettent certains de leurs satellites en sommeil, pour éviter que la tempête ne provoque un court-circuit ou ne les endommage. Plus ils sont prévenus tôt, mieux cela vaut. On ne prend pas la mer sans consulter la météo. De même, quand on gère de vastes systèmes, comme les réseaux électriques ou téléphoniques, qui risquent d'être affectés par la météo spatiale, il est important de connaître les prévisions pour essayer de limiter la casse. Les tempêtes solaires peuvent aussi perturber les communications radio à haute fréquence qu'utilisent les avions. Dans les années 80, Air Force One, l'avion du président des États-Unis, transportait Ronald Reagan pour un voyage en Chine quand une tempête solaire a éclaté. Les communications ont été impossibles durant plusieurs heures, coupant du monde le chef de l'État américain. C'est la même urgence qu'avec la météo terrestre. Quand on annonce une tornade, on sait qu'il faut informer les gens immédiatement de ce qui se passe. C'est la même chose avec le temps spatial. Il est important de savoir ce qui se passe en temps réel. Il n'y a que quelques heures de cela, nous avons eu une éjection de masse coronale. Il faut savoir où se produit cette explosion. Ensuite, on peut la mesurer et estimer le temps qu'il lui faudra pour aller du Soleil à la Terre. Une très grosse explosion de matière est en train de se produire. Sur cette petite photo, vous voyez que le Soleil en est recouvert. Maintenant, regardez la masse de matière projetée dans l'espace. C'est vraiment gigantesque. Comme les lignes de champ magnétique émanent des pôles nord et sud, l'énergie des tempêtes solaires a facilement accès à ces zones. C'est pourquoi les experts craignent que les passagers d'un avion survolant les pôles durant une violente tempête ne soient exposés à de dangereux niveaux de radiation, à une dose comparable à une centaine de radiographies.
Il ne faut pas prendre ça à la légère, on ne sait jamais. La radiation risque de s'intensifier brusquement alors que l'avion est en vol. La menace de radiation solaire est une raison supplémentaire pour observer le Soleil. Le Soleil est très actif, surtout à notre époque. La Terre n'est pas une île. Nous sommes concernés par l'activité solaire. Ce sont les taches solaires qui déclenchent les plus graves tempêtes. Aussi les météorologues les suivent-elles attentivement pendant qu'elles tournent à la surface du Soleil. Ce qui compte, c'est l'emplacement. Un point, c'est tout. Des éjections de masse coronale, il y en a tout le temps. Comme le Soleil tourne, une bonne partie d'entre elles se produisent de l'autre côté de l'astre. Tant qu'elles ne sont pas face à la Terre, ce n'est pas trop inquiétant. Au fil de la rotation, la zone d'activité se retrouve plus au centre du disque et nous regarde. C'est là que cela devient critique. La zone de tous les dangers se situe au centre du Soleil en rotation quand il est face à nous. C'est lorsque les taches solaires commencent à faire face à la Terre que la tempête devient vraiment préoccupante. Si elle se forme à ce moment-là, elle peut viser directement la Terre et heurter la planète de plein fouet. C'est comme un fusil pointé sur sa cible. S'il met dans le mille, les dégâts sont d'autant plus importants. La menace est d'une beauté stupéfiante. Les tempêtes solaires créent des lumières somptueuses, aux couleurs miroitantes. Les aurores. Les aurores fonctionnent comme des enseignes au néon. Dans le cas des tubes fluorescents, l'électricité introduit des particules chargées dans des tubes de verre remplis de gaz. Dans le gaz, ces particules sont excitées et se mettent à briller. S'il n'y a que du néon à l'intérieur du tube, la lumière sera rouge. En ajoutant d'autres gaz comme l'argon, on peut obtenir toute une gamme de couleurs. Le champ électrique à l'intérieur du tube fait fonctionner l'enseigne fluorescente, comme le champ magnétique et l'énergie solaire animent l'aurore. En se précipitant le long du champ magnétique terrestre en direction des pôles, les particules énergétiques de la tempête solaire excitent certains éléments qui sont dans notre atmosphère et les font briller. Les molécules d'oxygène émettent une couleur rouge ou verte, tandis que l'azote émet des roses, des bleus et des violets. Ces images fantomatiques sont généralement confinées aux pôles, mais des tempêtes solaires de grande envergure peuvent les pousser plus près de l'équateur. En 1859, une gigantesque explosion solaire a déclenché une tempête géomagnétique entraînant la formation d'aurores jusqu'à Rome. La tempête de 1859 était un événement d'une puissance exceptionnelle, que certains ont appelé la tempête solaire parfaite. La tempête de 1859 nous a donné une idée de ce que peut faire le Soleil. C'était une tempête si intense et l'alignement était si parfait que les ressources naturelles de la Terre en ont été tout simplement submergées. Une gigantesque éruption solaire se produit à la surface du Soleil. Moins d'un jour plus tard, et à 150 millions de kilomètres de là, les câbles de communication terrestre se mettent à faire des étincelles. Dans le monde entier, l'activité s'immobilise, tandis que les lignes électriques brûlantes déclenchent des... Dans le même temps, des aurores colorées illuminent le ciel des villes tout autour du globe. La planète vient de recevoir la visite de la tempête solaire parfaite. Le Soleil a fait jaillir cette colossale explosion et une incroyable quantité d'énergie a foncé vers la Terre. Non seulement c'était l'une des 2 tempêtes les plus violentes jamais enregistrées, mais c'était aussi l'une des plus rapides. Surgissant d'une tache pointée directement vers notre planète, elle s'est précipitée sur la Terre en moins de 18 heures.
Une fusée extrêmement puissante mettrait des années à rejoindre le Soleil. Eh bien, cette tempête, ce nuage de particules électrisées, a trouvé le moyen d'arriver ici en moins d'une journée. C'est hallucinant. Heureusement, cette tempête parfaite a eu lieu en 1859. Le télégraphe était alors le seul équipement technologique qui pouvait en souffrir. Depuis que nous sommes devenus totalement dépendants de la haute technologie, on n'a pas revu de tempête de ce type. Mais la question demeure. Et si cela se reproduisait? Que se passerait-il? Une nouvelle tempête parfaite peut-elle survenir? La réponse est oui, il n'y a aucun doute. Et comparé à celle de 1859, ses effets aujourd'hui pourraient être dévastateurs. En ce qui concerne nos systèmes de communication, le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passerait. Nos technologies seraient mises